Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mercredi midi tout le monde, bonne fin de tempête, bienvenue à Côte-Nord Attitude. Jean Saint-Pierre avec vous pour cette émission d'actualité et d'affaires publiques. Je suis en compagnie de Valérie Dionne, notre animatrice vedette à Pure FM. Bonjour Valérie. Allô Jean, je sais pas si on est dans la fin de la tempête ou en plein cœur, là, mais en tout cas, on y goûte encore aujourd'hui. Hein? Oui, toi t'es rentré de bonne heure ce matin, t'es arrivé avant la tempête finalement. Oui, ça commençait, là, j'ai ouvert mes yeux puis j'ai vu le ciel blanc, j'ai fait bon, ok, ça y est, la neige commence. Tu veux dire ça commençait quoi, vers 5h, 5h30 ce matin? Ouais, moi j'ouvre les yeux à 5h. Bon. Donc, ça veut dire que ça a dû commencer un petit peu avant. Heureusement, il y avait pas d'accumulation au sol, là, nécessairement, ou en tout cas très peu, là, quand je suis arrivée pour revenir à la station. Mais là, pour repartir, je pense que ça va être une autre paire de manches. Par exemple, je vais peut-être être obligée de coucher ici, finalement. Oui, il faut tous falloir gratter à un moment donné dans cette journée de 15 cm de neige. Je vous rappelle que ça cesse en fin d'après-midi, mais il y a beaucoup d'activités qui ont été perturbées. Notamment, il y avait 2 conférences de presse aujourd'hui, qui auraient pu alimenter notre émission ce midi. Ouais. Entre autres, on devait dévoiler les détails du prochain festival des hivernants. Ben, ça va se faire demain, ça, pour Tourisme Sept-Îles. C'est parti remise, à demain pour tout ça, effectivement. Il devait avoir aussi l'inauguration du nouveau complexe commercial à Port-Cartier. Là, il y a déjà le McDo qui a été inauguré dans le temps des fêtes, mais là, on devait procéder à l'inauguration de la station-service Shell, le dépanneur qui est là également. Mais on attendait du monde par avion, puis je pense qu'il n'y a pas eu de vol aujourd'hui, ça fait que ça a été remis, ça devait être à 13h30 cet après-midi. Là, on n'a pas d'autres dates pour l'instant pour cette activité du côté de Port-Cartier. Il y a des activités ce soir aussi qui, elles, auront lieu, et ça, c'est important d'en prendre note. Il y a un spectacle à la salle Jean-Marc Dion. Oui, Rubber Band Dance ce soir à la salle Jean-Marc Dion. Ça a lieu ce soir. Cégep en spectacle? Cégep en spectacle, ça a lieu aussi, parce que la tempête est supposée se calmer aux alentours de 16h. Donc, toutes ces activités-là commencent à 20h ce soir, donc ça va ça va donner un bon 4 heures là, pour tout déblayer cette neige-là. C'est une tempête de 11 ou 12 heures de une quinzaine de centimètres de neige. Voilà, c'est ce qu'on va essuyer aujourd'hui pour Sept-Îles et Port-Cartier. À notre émission Côte-Nord Attitude, on va d'abord parler du crabe des neiges. C'est son nom, le crabe des neiges. Ça veut pas dire qu'il prend les tempêtes mieux que nous autres en dessous de l'eau. Les tempêtes paraissent moins, sans doute. Mais c'est avec Jean-Paul Gagné qu'on va en parler. Il est directeur de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche. Il y a eu une décision tout récemment de la Régie des marchés agricoles du Québec. À chaque année, depuis 2011, la Régie tranche sur le prix du crabe versé aux pêcheurs. Là, on a tranché récemment pour 2016. C'est qu'il y a un plan conjoint qui regroupe en principe les propriétaires d'usines et les crabiers de la zone 16, mais on n'est jamais capable de négocier, de s'entendre sur un prix négocié entre les deux parties. Donc, il faut toujours faire appel au tribunal administratif qui est la Régie des marchés agricoles. Et là, la décision a été spéciale. Dans le passé, on donnait un prix, finalement, pour l'ensemble des 14 semaines de pêche. Mais là, on a fixé un prix différent à chaque semaine pour les 14 semaines de pêche en 2016. Ça ne fait pas l'affaire des pêcheurs, mais du côté des industriels, on s'en accommode de cette décision. Jean-Paul Gagné, le directeur de l'AQIP, l'Association québécoise de l'industrie de la pêche, représente les propriétaires d'usines dans ces négociations. On espère du côté pour la prochaine saison de pêche en arriver à une entente négociée avec les pêcheurs. Je vais poser quelques questions aussi parce qu'on le sait, notre crabe, ça s'en va direct à Boston, aux États-Unis, où il y a un nouveau président protectionniste. Mais ça fait pas trop peur aux propriétaires d'usines de crabe parce que aux États-Unis, du crabe, ils en ont pas beaucoup, puis ils en mangent. J'aime ça. Ça fait qu'on pense pas que ça va changer grand-chose l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis pour notre industrie de la pêche sur la Côte-Nord. Jean-Paul Gagné avec nous, donc vers midi 15 minutes. Tout de suite après, on devrait s'entretenir avec une auteure, journaliste établie ici à Sept-Îles qui nous propose un deuxième livre. Oui, en fait, c'est son 5e ouvrage, oui? Jean, effectivement, mais c'est son 2e chez Mémoire d'Encrier. C'est Monique Durand qui travaille aussi au Cégep de Sept-Îles et elle a fait paraître
là tout récemment le livre Saint-Laurent, mon amour. C'est des chroniques, c'est un roman. J'ai l'impression que c'est probablement autobiographique aussi parce que là-dedans, elle décrit son amour pour le fleuve Saint-Laurent. C'est écrit de manière hyper poétique. Il y a des anecdotes. On suit, écoute, dans le communiqué, il y a quelque chose qui est super beau. On dit que c'est un ode aux gens simples, jamais en représentation d'eux-mêmes. Moi, je trouve ça totalement magnifique. Donc, on pourra jaser avec Monique Durand de ce livre-là, Saint-Laurent, mon amour, qui est paru récemment. Elle écrit très bien, Monique Durand. Vraiment. On peut la suivre dans le journal Le Devoir. Moi, je me souviens d'une série là où elle s'était tapée la 389 et la Trans-Labradorienne là pour faire une série de textes pour Le Devoir. Écriture imagée, hein, vraiment, c'est très beau. Voilà, donc Monique Durand, qu'on espère, malgré la tempête, avec nous, vers 12h25, 12h30. Ensuite de ça, on va recevoir le nouveau commissaire aux exportations pour la Côte-Nord. Il y a un organisme qui s'appelle Commerce International Côte-Nord. Avant ça, on appelait ça la Corpex. Monsieur Jean-François Ouellon est le nouveau directeur, donc il est commissaire aux exportations pour notre région. C'est un grand défi pour lui, qui est natif là de Mont-Saint-Hilaire, dans la région de Montréal. Il a travaillé plusieurs années dans le Grand Nord québécois, dans la région du Nouveau-Québec. Donc, il nous parle des défis que représente l'exportation là et tout le soutien qu'on apporte au niveau de cette organisation pour soutenir les entreprises exportatrices. C'est important, les exportations pour notre région. Hein? Les principaux emplois sont liés à l'exportation, le port de cette île, le fer, le crabe, bien des choses sont exportées vers l'extérieur. Jean-François Ouellon, nouveau commissaire aux exportations pour la Côte-Nord, sera avec nous vers 12h40. Et en fin d'émission, Russell Tremblay, la chronique développement économique avec développement économique Sept-Îles. On parle du virage vers l'industrie 4.0. C'est inévitable pour la Côte-Nord. Il y avait un conférencier hier, Monsieur Robert Marquis de l'Institut des mines du Québec, qui est venu présenter ça. Donc, pour développement économique Sept-Îles, là, on veut être à l'avant-garde dans ce domaine parce que l'industrie minière emboîte le pas vers l'industrie 4.0, c'est-à-dire l'automatisation ou la robotisation des équipements dans la grande entreprise, qui va complètement transformer la façon de travailler là, dans nos entreprises, dans les compagnies minières. On en parle avec Russell Tremblay à la chronique économique. Et avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. En mentionnant justement d'abord que le président et directeur général de l'Institut national des mines a discuté des changements importants à prévoir avec la robotisation de la production dans nos compagnies minières. Il était conférencier invité hier de la Chambre de commerce de Sept-Îles. Selon Robert Marquis, le virage technologique bien amorcé dans l'industrie minière en Australie, également en implantation du côté du Brésil, s'en vient graduellement sur la Côte-Nord. C'est un peu comme du côté d'ArcelorMittal à Fermont et Port-Cartier. Le phénomène n'entraînera pas nécessairement une baisse du nombre d'emplois dans l'industrie minière, mais les tâches vont changer et nécessiteront de nouvelles compétences. On écoute à ce sujet Robert Marquis. On sait qu'il y a des emplois qui sont susceptibles de disparaître. Les emplois de conducteurs d'engins mobiles, ça va devenir des opérateurs à distance d'engins mobiles. Un conducteur de camion va pouvoir en conduire 2 ou 3 à la fois. Ce genre d'emploi-là, les perspectives d'avenir sont pas très reluisantes, mais il va y avoir d'autres emplois créés et il va y avoir aussi la possibilité d'exploiter des mines dans des endroits où on n'est pas capable de les exploiter avec profit aujourd'hui. Je sais pas si ça va se faire aussi pour le déneigement, là, de remplacer les conducteurs par des contrôleurs de robots, mais c'est pas pour cette tempête-ci, en tout cas. Mais selon le président directeur général de l'Institut national des mines, Robert Marquis, les PME au service de l'industrie minière devront aussi moderniser leur équipement et leur façon de faire. Ce dernier constate que le Cégep de Sept-Îles exerce un leadership pour tout le Québec avec la formation des travailleurs des mines du futur grâce à son adhésion au concept de l'industrie 4.0. Sébastien Bordage passera encore les 4 prochaines années et demie en prison. La juge Louise Galland lui a imposé une sentence de 7 ans d'emprisonnement. Il est en détention préventive depuis juin 2015. Le nom de Sébastien Bordage est inscrit à vie sur le registre des délinquants sexuels dangereux. Il devra respecter plusieurs conditions après sa libération. L'homme de 38 ans de Sept-Îles avait plaidé coupable l'automne dernier à
à des accusations, d'agression sexuelle sur des jeunes filles de 7 et 9 ans, de vol de sous-vêtements et d'introduction par effraction. Il a commis ces délits en 2014. Sébastien Bordage se cachait dans la maison de ses victimes pour agir la nuit lorsque les parents étaient endormis. Samedi, le souper annuel a rapporté 79 000 $ à l'Association de protection de la Rivière-Moisy. Le comédien Louis Champagne a animé de main de maître cette soirée. Les chanteurs Marc Derry et Philippe Braque étaient également parmi les vedettes invitées. Le président de l'association nous disait sur nos ondes hier, Yves Girard, qu'il était vraiment très heureux du succès de l'événement avec un retour à la formule traditionnelle. On se souvient que l'année d'avant, on avait invité le grand chef Martin Picard, on avait changé la formule pour le souper de l'APRM. Cette année, samedi, en fait, on a rendu un vibrant hommage au pilote d'avion et d'hélicoptère Jacques Blouin, qui est décédé récemment. Il était amoureux de la Rivière-Moisy et s'est beaucoup impliqué aussi auprès de l'Association de protection de la Rivière-Moisy. L'association investit notamment dans la promotion des bonnes pratiques de pêche au saumon sur la rivière et dans une saine gestion de la ressource. Une entreprise de Havre-Saint-Pierre a été reconnue coupable d'infraction à la loi sur l'environnement. Récupération Petit Panado n'a pas respecté certaines conditions pour l'entretien d'un véhicule hors route. L'entreprise doit verser la somme de 1 800 $ pour une faute commise en janvier 2011. Le ministère compte sur les signalements par les citoyens auprès d'Urgence Environnement pour dénoncer les gestes pouvant affecter la qualité d'un milieu naturel. Et puis, il y a la station de ski Galix qui a vécu un petit problème au cours de la dernière fin de semaine. On a dû faire face à un bris à la remontée mécanique principale. La station Galix a fait appel à des experts pour réparer ce bris. Tout a été finalement arrangé là pour le mieux. Le centre plein air est demeuré fermé samedi et dimanche. En début de semaine, c'est toujours fermé. Donc, l'horaire régulier devrait reprendre demain. La direction de la station récréo-touristique de Galix a fait appel à des experts, donc une firme d'experts qui a réussi à remettre l'équipement en fonction. Il y aura probablement besoin lors de la saison morte, là, avant la prochaine saison, de revoir tout ça, de voir à l'entretien de tout ça. Toutes les activités reprendront normalement demain à Galix. Voilà, ça complète ces informations régionales. On parle du crabe des neiges avec le directeur de l'Association québécoise des industriels de la pêche, Jean-Paul Gagné, dans quelques instants. Attitude. Vous pouvez maintenant créer votre propre forfait tout inclus. Et celui-là, il va durer bien plus longtemps qu'une semaine. Et même pas besoin de vous rendre à l'aéroport. Il suffit de passer au trio illimité de Cogeco dès aujourd'hui. Obtenez Internet Ultra Fibre 40 illimité, 30 chaînes télé de votre choix, l'enregistreur TiVo gratuit et la téléphonie résidentielle. Tout ça pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Les conditions s'appliquent. Tout un divertissement. Tout inclus, tout de suite. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. En général, à ce temps-ci de l'année, notre portefeuille est souvent, cassé. T'es gêné juste à l'idée de porter la chemise que ton oncle Louis t'a donnée en cadeau? Y a qu'une seule solution à ton problème. Atelier Laforge. Profitez d'un financement à 0% pendant 12 mois à l'achat sur tous les vêtements en boutique ou payez seulement dans 6 mois. En plus, choisissez entre un rabais de 15% applicable sur votre facture ou une carte cadeau équivalent à 25% du total de votre achat à dépenser lors de votre prochaine visite. Soyez futés et économisez gros en passant chez Atelier Laforge. 11 67 Boulevard Nord, 962 6051. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On va parler des industriels de la pêche. Je suis en compagnie du directeur de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche. Il y a eu une décision récemment, la Régie des marchés agricoles concernant le crabe des neiges de la zone 16. Le prix est fixé pour 2016 en moyenne à 3,68, mais on a un prix différent pour chaque semaine. Monsieur Jean-Paul Gagné, bonjour. Bonjour. La KIP a eu également en janvier là, un congrès important comme on le fait une fois par année pour discuter de différents points qui concernent l'industrie. La décision de la Régie des marchés agricoles pour 2016 concernant le plan conjoint, là, le crabe de la zone 16, ça satisfait vos membres, Monsieur Gagné? Ben oui, ça satisfait 100% des membres. À l'unanimité, bon, ils ont accepté la décision. Mais je voudrais corriger un petit peu ce que vous avez dit au début. Une moyenne de 3,68, c'est pas tout à fait exact. C'est une moyenne mathématique. Si tu prends le prix de chaque semaine puis tu divises par 14 semaines, ben, c'est pas
de même ça marche. Il faut que tu aies un prix de vente moyen pondéré. Parce qu'à chaque semaine, si tu as une grosse quantité de crabes qui est entrée, qui est à un prix moins cher sur le marché, mais faut tenir compte de ça. C'est pour ça, quand on fait ça donne pas 3,68 en moyenne à tous les pêcheurs, c'est pas vrai, là. Je veux dire, c'est ça la différence. Ouais. Mais c'est une meilleure formule. C'est plus proche de la réalité. Le crabe se vend pas. Vous le vendez pas à Boston au même prix en début de saison puis à la fin de la saison, là. Ben, c'est ça qui arrive. Généralement, puis ce qui s'est passé la dernière année, c'est que normalement, le prix est haut au début, puis il s'en vient plus à la baisse à la fin de la saison. Maintenant, cette année, ça a été le contraire. Il était haut au début, il était bas au début, puis il a monté durant la saison de pêche. C'est ça qui a dérangé possiblement les pêcheurs dans cette décision-là. Il n'y a pas un risque à une décision comme ça, M. Gagné? Peut-être qu'en 2017, les pêcheurs vont décider d'attendre un peu plus tard en saison. On ne pêchera pas au début si c'est pour être plus payant rendu au mois de juin, là. Ben, faut faire attention, monsieur, là. Si le crabe est payant au départ, parce que là, il est haut sur le marché. Il est très haut. Ils peuvent se faire avoir avec ça aussi, là. Veut dire, faut regarder. Tu sais, veut dire, c'est pas nous autres qui contrôlent le Seafood Price Current. Ils veulent que ça soit basé là-dessus. Mais, oui, on le base là-dessus. Mais il varie. Si l'an prochain, ça revient comme à la normale, qui est haut au début, puis il pêche à la fin, ben, moi, je sais pas, là. Veut dire, c'est peut-être se tirer dans le pied un peu. Oui. Tu sais, faut faire attention avec une décision comme ça, dire on va aller pêcher plus tard. Parce qu'il peut arriver du crabe blanc à la fin, puis qu'ils prennent pas leur quota. Il y a un risque aussi. Je veux dire, là, la formule qui est mise d'avant par la régie, bon, qui correspond pas mal à ce qu'on avait demandé, ben, à ce moment-là, c'est que c'est pour une formule qui s'applique à chaque semaine. Puis on prévoyait qu'il y aurait une personne indépendante à chaque semaine qui fixerait les prix par rapport au Seafood Price Current puis au taux de change. Mais ça s'est fait à la fin de l'année. Je veux dire, là, c'est sûr qu'ils ont dit, ben, calculez-les, vont assez grand pour calculer à chaque semaine les captures qui ont été débarquées à chaque usine, puis calculer le prix que ça donne avec le prix qu'on vous donne, puis ils ont calculé le taux de change parce qu'ils l'ont reçu à chaque semaine, 2 fois par semaine, le taux de change, la régie, pendant toute la saison. Puis dès que les prix sont fixés là, ils ont tenu compte des taux de change. Ils ont varié. Eux aussi, ils ont varié durant la saison. Monsieur Gagné, la régie critique quand même sévèrement l'absence d'entente ou de négociation. On aimerait bien que ça soit une entente négociée pour 2017. On précise même que ça coûte cher d'avocats aux deux parties, puis qu'on serait mieux d'investir cet argent-là là, dans la commercialisation du produit, du crabe. On est d'accord avec ça du côté de l'équipe? Absolument. Nous autres, on demande depuis longtemps qu'on ait une entente avant le début de la saison de pêche. OK, puis on est capable de s'entendre. Il y a d'autres plans conjoints qu'on s'entend, là. Je veux dire, il faut être sérieux. Nous autres, dans le turbo, il n'y a pas eu de décision de la régie là-dedans depuis. Il y en a eu peut-être une fois ou deux dans toute la vie de ce plan conjoint-là. Dans la crevette, on s'entend, on prend le temps de négocier. Par exemple, l'an dernier, bon, les prix avaient été hauts, on s'attendait à une baisse. Bon, c'est un peu ce qui s'est produit puis qui se produit actuellement, mais on a été 3 semaines de suite qu'on s'est rencontrés pour négocier. Bon, on n'a pas été devant la régie. Okay. Dans le Mont des Îles, on a été plusieurs années qu'on y allait pas. C'est-à-dire, bon, on est allé les dernières années pour différentes choses, mais il reste que le plan conjoint, c'est pas toujours devant la régie, puis c'est pas parce qu'ils nous disent, là, il y a une menace de la régie, disant qu'ils pourraient prendre la de l'un ou de l'autre. Fait que là, ça ressemble au système de Terre-Neuve. Faut que tu te rapproches tellement que tu peux pas te faire avoir par la régie par la suite. OK? Parce que si la régie prend la position des pêcheurs, ben c'est nous autres peut-être vont se faire avoir un petit peu. Puis si c'est le contraire, ben les pêcheurs vont se trouver lésés dans leur esprit, là. Fait qu'il faut s'entendre à un moment donné. C'est une convention de mise en marché puis vivre avec. L'année suivante, on voit comment ça a été cette affaire-là par rapport à... Je veux dire, si on va toujours devant la régie, je trouve que ça n'a pas de bon sens non plus, puis ça coûte des fortunes d'avocats, qu'on le veuille ou non. De part et d'autre. Est-ce que vous êtes confiant pour 2017? Il y a des rencontres de prévues avec les pêcheurs. On devrait être capable de s'entendre cette fois? Ben, je viens de recevoir, là, tu m'appelles juste à temps, je viens de recevoir par le courrier recommandé la demande des pêcheurs, OK? De l'Office des pêcheurs. J'ai même pas eu le temps de la regarder, mais ça veut dire qu'il faut s'asseoir et négocier, OK? Bon, ils signifient ce qu'ils veulent avoir. Fait à ce moment-là, on sait leur position, puis nous autres, on va être prêts à s'asseoir pour négocier, mais... Parce que c'est quand même... Ça prendra le temps qu'il faudra, mais il faut avoir une décision entre les parties avant la saison de pêche. C'est ce qu'on recherche depuis longtemps. Oui, c'est quand même une industrie on avait décidé, je sais pas si vous vous rappelez, on avait décidé de pas acheter, bien, on a eu une injonction, tout ça, mais c'est justement ce qu'on prônait. Il faut s'entendre avant le début de la saison. Nous autres, vendre du produit qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on le paye, qu'on paye la matière première, ça n'a aucun bon sens. Il n'y a aucune activité économique qui est comme ça. Ça se fait pas. Il faut savoir où on va avec ça, qu'on ait une formule, une méthode de fixation des prix avant la saison de pêche, puis tout va bien aller. Parce que c'est quand même une industrie où les deux parties, là, les pêcheurs, c'est des entrepreneurs aussi, les propriétaires d'usines devraient avoir leur profit, puis que ça fonctionne mieux qu'actuellement, non? Le prix s'est amélioré, la ressource est bonne. Normalement, on devrait être capable de s'entendre. Ben, c'est un partage équitable. OK?
OK? Des profits ou de la marge bénéficiaire, parce qu'à un moment donné, je veux dire, faut que ça soit pas tout d'un côté, ni tout de l'autre. Il faut que ça soit équitable, qu'on puisse vivre avec. Mais pourquoi qu'on le vit dans les autres plans conjoints? C'est à cause qu'on se fait. Bon. Je veux dire, il faut qu'il y ait une confiance, puis il en parle, la régie. S'il n'y a pas de confiance entre les parties, on n'a pas envie de fourvoyer personne là-dedans. Je veux dire, il faut que tout le monde vive, puis laisser vivre en même temps. Ça fait que si on prend ce principe-là au début des négociations cette année, ça devrait y aller. Puis, moins qu'on aura d'avocats là-dedans, veut dire, c'est sûr, on sauve des sous, ça vaut de faire. Ça veut dire qu'on le veuille ou bon. Ils ont des dépenses aussi, les avocats, là. Mais il reste que c'est des frais. Dans le turbo, il n'y a pas d'avocat. Puis dans la crevette, il n'y a pas d'avocat. Puis dans le crabe, dans le homard des îles, ben il y en a. Puis des fois, c'est plus difficile. Puis on a dans le crabe de la zone 16. Fait qu'il faut faire attention. Rien contre les avocats, alors remarque bien, moi, j'étais notaire de profession au départ. Fait que j'ai rien contre les avocats, c'est pas ça, je veux dire. Je veux dire simplement que, comme la régie dit, puis c'était une avocate qui était sur le banc, maître Dionne, on sauverait beaucoup de frais. Votre récent congrès, M. Gagné, là, de l'Association québécoise des industriels de la pêche, on a même soulevé certaines inquiétudes. Tout notre crabe, la crevette aussi de la Côte-Nord, beaucoup de produits marins s'en vont vers les marchés aux États-Unis, ça transite par Boston. Est-ce que vous êtes inquiète, l'élection du nouveau président, des mesures plus protectionnistes aux États-Unis? Est-ce que ça pourrait nuire à notre industrie de la pêche? Nous autres, pour le moment, là, on a eu une conférence d'une lobbyiste des États-Unis qui est venue nous parler, là, qui est située à Washington. Mais nous autres, selon l'ensemble, généralement, on faut être vigilant, mais pas alarmiste avec ça. Pas alarmiste parce qu'ils ont besoin de nos produits marins. Il y a des relations très, très sérieuses entre des industriels de la pêche du Québec et les acheteurs de produits marins des États-Unis. Ça ne se défera pas d'une journée à l'autre. Je ne crois pas que ça soit là. Il faut avoir une inquiétude 24 heures par jour là-dessus. Il faut être vigilant. Tout simplement, puis ce qu'on nous conseillait aussi, c'est d'être vigilant. Puis je pense que c'est le message à passer. Il ne faut pas venir alarmiste avec ça. Je pense qu'on va continuer à vendre nos produits aux États-Unis. La seule chose qui était entamée avant l'arrivée de M. Trump sous la gouverne de M. Obama, ils sont après changer la réglementation sur l'importation des produits marins aux États-Unis. Bon, mais probablement qu'ils vont exiger une accréditation quelconque. Ça peut être celle du MSC, ça peut être une autre, là, qui vont nous suggérer, mais il risque quand même il va y avoir plus de paperasse pour les usines de transformation. Ouais, ce qui est prévu pour 2018, c'est la traçabilité des produits, hein, ça, aux États-Unis, ils vont demander ça. Déjà, le Québec, on est membre où nos produits sont retraçables, on sait que ça vient du Saint-Laurent, ça devrait pas déranger les Américains, là. Non, on ne devrait pas déranger, mais ils peuvent avoir une négligence. Dans les choix qu'ils avaient puis qu'ils nous ont fait connaître, il y avait, le MSC en particulier. Si c'est ça, nous autres, on est prêts, là, partout, parce que, comme vous le savez, on a demandé l'accréditation MSC pour tout le crabe de la 12 eaux jusqu'à la zone 17 sur la Côte-Nord. C'était en mars, cette affaire-là. Fait qu'à partir de là, on s'inquiète moins de cela. Je veux dire, comme je vous le disais au départ, il faut simplement être vigilant, suivre ça de près, puis on devrait aboutir à quelque chose. L'ALENA n'est pas encore changé. Mais c'est à suivre, hein? Ça fait partie de l'accord de libre-échange. Ça ne change pas d'une demi-journée, ça. OK? Fait qu'il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des discussions. Je pense que je suis moins inquiète là, pour le Canada que pour le Mexique. Terminant, M. Gagné, on est comme dans la saison du trou noir actuellement pour vos travailleurs saisonniers, là, les gens qui sont à l'emploi des propriétaires d'usines de transformation de produits marins sur la Côte-Nord. Il n'y a pas les mêmes règles à l'assurance-emploi du côté nord du Saint-Laurent qu'en Gaspésie. J'imagine que ça dérange quand même vos gens, hein? Ça relève pas de votre monde, des propriétaires d'usines, mais on a un problème quand nos employés sont malheureux une partie de l'année quand même. On n'a pas le choix, c'est du travail saisonnier dans les usines. Oui, mais le travail saisonnier, c'est problématique. C'est-à-dire que c'est un fait, ça existe, OK? Puis il y a justement des travaux qui se font actuellement sur la saisonnalité, OK, des emplois. J'ai quelqu'un ici à l'équipe qui est sur ce comité-là, ça travaille fort pour ça. Maintenant, pour la diminution de la main-d'œuvre disponible, à ce moment-là, il y a quelque chose on a eu une conférence sur l'automatisation industrielle au Québec, qui est un défi pour le secteur des pêches. J'ai l'impression que va falloir aller vers ça parce que de plus en plus, je veux dire, on va avoir de difficultés avec la main-d'œuvre. Puis je comprends les employés qui n'ont pas fait assez de temps, puis tout ça, c'est critique pour eux autres. On comprend ça. De notre côté, nous autres, c'est très difficile des fois. Parce que des fois, ils changent d'emploi. Ça, on peut pas les blâmer pour améliorer leur sort. Mais, tu sais, on
à un moment donné, on va manquer de main-d'œuvre, puis c'est déjà en tête. On envisage des problèmes de recrutement, c'est ça? Ben, c'est ça, de recrutement, mais c'est sûr que, ben, moi, j'ai toujours dit, puis depuis plusieurs années, la problématique aussi, tout le monde se fait instruire, puis c'est normal. Ils veulent améliorer leur sort, puis des fois, mais il faudrait avoir des salaires plus élevés, mais dans les usines, on sait qu'on a des salaires qui peuvent se comparer ailleurs, mais il reste quand même, c'est pas peut-être les salaires recherchés par les finissants du cégep ou de l'université ou quoi que ce soit. C'est bien sûr, sur des emplois supérieurs, de contrôle de qualité, puis tout ça, ça peut intéresser plus les gens. Mais avec l'automatisation des usines de poissons, de crabes, ça devrait changer le type d'emploi aussi, là. Ce sera plus le même genre de monde, vous allez avoir besoin. Absolument, comme dans la crevette, c'est déjà fait. Là. Il y a eu beaucoup de modernisation dans les usines de crevettes. Je veux dire, il y a des contrôles qui se font avec une personne qui, avant ça en prenait peut-être 10. Fait que la diminution de la main-d'œuvre requise dans les usines de crevettes, c'est un fait là, actuellement, mais il y a eu de l'investissement de fait. Puis beaucoup d'investissement. C'est ce que ça coûte actuellement là pour se moderniser. Mais il reste quand même que faut se soucier quand même de ces gens-là qui travaillent dans nos usines, puis ils veulent travailler, ils aimeraient travailler plus longtemps, puis c'est clair. Oh. Comment qu'on va remédier à ça? On est là-dessus, on travaille là-dessus, puis il y a des mesures qui peuvent être prises, mais il faut attendre l'accord des deux gouvernements. C'est un des défis de l'industrie. Monsieur Jean-Paul Gagné, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec nous. Je vous souhaite une bonne négociation là avec l'Office des pêcheurs de crabe de la zone 16 pour déboucher sur une entente à l'amiable en 2017. On rêve à ça. OK? Merci beaucoup, Monsieur Gagné. Bonjour. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Du lundi au vendredi à 9h40 et 16h45, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une émission consacrée aux organismes à but non lucratif. Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par des gens de chez nous. En bref chez nous, à 9h40 et 16h45. Présenté par Aluminerie Alouette. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Attitude. Valérie, on va parler d'un nouveau bouquin, celui de Monique Durand. Elle enseigne au cégep de Sept-Îles. On peut la lire à l'occasion dans le journal Le Devoir. Mais aussi, elle a déjà 5 livres, dont 2 à la maison Mémoire d'Encrier. Oui, effectivement. Ben écoute, et elle a bravé la tempête en plus. Pour venir nous voir ce midi, ben Monique oui. Durand, on est vraiment contents d'ailleurs. Ah, j'ai sauté par-dessus les bancs de neige. Allons. J'avais l'impression d'être en bateau avec, vous savez, le jet d'eau derrière. Moi, c'est un jet de neige. C'est ça, ça ressemble à ça exactement. Oui. Ben écoute, Jean, tu le disais, écrivaine, journaliste, collaboratrice au journal Le Devoir. Vous êtes aussi directrice de la formation continue, service aux entreprises et partenariats d'affaires au cégep de Sept-Îles. Je vous corrige, je suis pas directrice de la formation continue, je suis conseillère pédagogique à la formation continue. OK, mais reste que je suis au cégep de Sept-Îles. C'est ça, et moi je voulais savoir, est-ce que vous dormez parfois avec C'est fou, là! C'est drôle, vous n'êtes pas la première à me poser cette question-là. Écoutez, j'ai 3 chapeaux dans la vie. J'essaie de faire de mon mieux. D'abord, je dois vous dire que j'adore ça. Mm-hmm. Si j'aimais pas ça, évidemment, j'abandonnerais un des 3 chapeaux, journaliste, écrivaine ou conseillère pédagogique, c'est clair. Mais j'adore ça. Je réussis jusqu'à maintenant. J'ai la santé, l'énergie. Je réussis à mener ces 3 chapeaux-là de front. Je dois vous dire que j'adore ça tout simplement. Donc quand on aime ce qu'on fait, c'est sûr que on trouve le temps, on raccourcit un peu les nuits, je dors bien, voilà. C'est comme ça. Heureusement que vos tâches au cégep sont dans le conseil plutôt que dans l'écriture, hein? Sinon ça ferait beaucoup de rapports avec la plume. C'est vrai, mais écoutez, c'est ce que j'aime le plus au monde, oui, faire. Écrire, ah oui. Donc, des rapports pour le cégep, j'adore ça, écrire ça. Même des rapports pour le cégep. Des résumés de réunions, enfin, tout. Bon, voilà, écoutez, c'est ma vie. Alors, c'est une passion. Passion. Voilà. Vous aimez écrire probablement autant que vous aimez le fleuve Saint-Laurent. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, le fleuve Saint-Laurent, pour que vous l'aimiez autant que ça, puis que vous avez décidé de faire un livre sur lui? Mais c'est beau. Écoutez, je m'adresse à 2 Sept-Îliens, là. Vous deux, là. C'est tellement beau. Comment résister à cette beauté? L'hiver, ça a sa beauté, une beauté bien particulière. Moi, voir les cargos
cargos, dans ma fenêtre, là, je vois les cargos tous les matins, là, ça me parle directement. L'été, évidemment, on n'en parle pas, les couchers de soleil, c'est complètement fou. Donc, faut vivre ici pour le croire, d'une certaine façon. Ouais. Faut vivre au bord du fleuve. J'ai toujours vécu au bord du fleuve, en fait. Je suis né à Montréal, mais au port de Montréal, très, très proche. Et après ça, j'ai commencé ma carrière au bord du fleuve à Rimouski, et ça n'a jamais cessé. Après ça, je suis traversé, j'ai poursuivi ma vie donc à Sept-Îles, après ça à Bécomo. Par une entourloupette de la vie, je suis revenu à Sept-Îles et j'ai rencontré un groupe de recherche, le groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière, le GRÉNOC, qui m'a permis d'aller plus loin sur le fleuve encore, donc d'explorer la basse Côte-Nord notamment, Anticosti, et de me rendre jusqu'à Terre-Neuve. D'ailleurs, mon livre comprend 4 parties. La dernière s'appelle tout simplement « Au large ». Parce qu'au large, il y a bien des choses. Il y a Anticosti, il y a Terre-Neuve, qui est une merveille que je vous engage. Je vous engage à visiter le Québec et je vous engage aussi à visiter Terre-Neuve, c'est une merveille. Et mon dernier texte se rend même jusque de l'autre côté de l'Atlantique, donc jusqu'à une île qui s'appelle Belle-Île-en-Mer, où il y a des Acadiens qui y vivent, des descendants d'Acadiens. Donc ça m'a intéressé. Et pour moi, c'est toujours le fleuve. Donc, c'est un peu autobiographique, ce livre-là. Est-ce qu'on le qualifie de roman, de chronique, comment on le qualifie? Mon éditeur a mis ce livre-là dans sa collection chronique. Donc, moi, je dirais des récits. C'est pas un roman, ce sont pas des nouvelles littéraires, c'est des petits textes, ceci étant dit. Ça se lit bien, vous en lisez un par jour, je sais pas quoi, il paraît que ça se lit très bien, tant mieux. Alors, je qualifierais ça de récit. Autobiographique, en partie, mais seulement. C'est une fresque, hein, c'est une espèce c'est pas une salade, pourquoi pas une salade fluviale, il me semble que c'est sympathique. Ben oui. Est-ce qu'on choisit une écriture différente de l'écriture journalistique? Parce que moi, j'ai lu les carnets de voyage, là, entre autres, un voyage en Basse-Côte-Nord, une série de textes que j'avais fait, un autre par la 389 et la Trans-Labradorienne. Là, c'était vraiment plus des rencontres avec les gens, une écriture plus journalistique. Là, on y va, quoi, on se permet, finalement, d'aller plus dans le poétique, quoi? Écoutez, chez moi, les deux genres se sont souvent confondus. Le genre journalistique et le genre littéraire. D'ailleurs, j'ai gagné, là je vais avoir l'air de me vanter un peu, mais j'ai gagné le prix Jules Fournier, qui est la plus grande distinction accordée à un journaliste de la presse écrite au Québec. Et ce que le jury a dit, c'est la raison pour laquelle je vous raconte ça, le jury a dit, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, a dit « Monique Durand fait entrer la littérature en journalisme ». Ça m'a fait bougrement plaisir. Donc, vous voyez, c'est du journalisme, mais avec un style qui est le mien, qui peut ressembler parfois à de la poésie. Bon, ce que j'ai écrit sur le Labrador l'été dernier, j'ai parlé au jeu tout le long, ce qui est relativement rare. Mais c'était beaucoup des rencontres avec les gens. C'est ça, c'était des rencontres, mais c'était aussi des impressions personnelles. Vous voyez, quand on fait 3000 kilomètres toute seule dans un gros camion, il faut avoir des choses à dire. Là. Je pouvais pas raconter qu'il y avait des épinettes à gauche, qu'il y avait des épinettes à droite pendant 8 carnets. Donc voilà, je me suis amusé beaucoup. J'ai fait des rencontres extraordinaires, j'ai vu des paysages sans pareil. Moi, ce que j'aime aussi là-dedans, en tout cas, ce que j'ai eu le temps de lire, entre autres, la portion sur cette île où vous nous présentez des gens. On fait la rencontre de plein de gens, justement, au fil de ce fleuve Saint-Laurent. Et dans le communiqué qui nous a été envoyé, il y a une phrase que je trouve totalement magnifique qui dit que c'est un ode aux gens simples qui ne sont jamais en représentation d'eux-mêmes. C'est ce que vous avez voulu mettre de l'avant, dans le fond, l'extraordinaire dans l'ordinaire, là, si on veut. Tout à fait. Ça a toujours été ma façon de travailler, d'ailleurs, y compris comme journaliste. Je ne suis jamais allé vers les vedettes, les politiciens, ceux qui ont souvent des réponses, malheureusement, avant même qu'on leur pose la question, ce qu'on peut qualifier parfois de cassette. Alors moi, je suis toujours allé vers les gens, j'aime pas le mot ordinaire, mais les gens simples qui ont tout simplement leur vie à raconter, et toute vie
comporte des beautés, des drames, des difficultés. Toute vie, à mon avis, est une histoire belle à raconter, et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. La première phrase sur la portion sur cette île, c'est « On y arrive les yeux écarquillés ». Avez-vous toujours les yeux écarquillés devant cette île? Toujours. Surtout les jours de tempête, je pense. Positivement. Non, écoutez, c'est quand même d'abord un lieu géographique absolument extraordinaire, sans pareil, parfois même un peu difficile à comprendre, tant qu'on n'a pas compris que c'est une baie, cette île, avec un immense fer à cheval au fond, avec d'un côté l'IOC, de l'autre côté l'aluminerie. Tant qu'on n'a pas compris ça, on comprend pas tout à fait la répartition du paysage ici. Mais j'arrive toujours ébloui par le paysage. Et puis je raconte dans mon texte, je dis que moi je vis en face de Pointe-Noire, de la Pointe-Noire avec Alouette en face. Et pour moi, ça a toujours l'air la nuit d'une rampe de lancement de la NASA. Avec vous savez, les lumières qui s'allument, qui s'éteignent, toutes sortes de couleurs. Enfin, à chaque fois, je pense à la NASA, où je suis jamais allée d'ailleurs. Ben Monique Durand, franchement, merci de votre passage à Côte-Nord Attitude ce midi. Il me semble que maintenant que j'ai entendu votre voix, je vais l'avoir en tête quand je vais lire des segments de ce livre Saint-Laurent, mon amour, qui est publié chez Mémoire d'Encrier. Puis on espère aussi que ça va donner le goût à des gens de venir découvrir le fleuve, pas seulement le fleuve de la ville, là, mais le fleuve de la côte et le fleuve du Bas-Saint-Laurent et le fleuve d'un petit peu partout, le faire découvrir à plein de gens. Donc Monique Durand, merci beaucoup. Ben je l'espère aussi. Merci infiniment de m'avoir invité. On devrait pouvoir vous rencontrer au Salon du Livre comme auteur prochainement. Certainement. Et puis ce livre-là, évidemment, est disponible dans nos librairies. Ben, on a bien hâte de le lire. Merci beaucoup. Dans quelques instants, je m'entretiens avec le commissaire aux exportations pour la région Côte-Nord. Il est nouvellement en poste et il s'appelle Jean-François Ouellette. Attitude. Cet hiver, votre concessionnaire GM Pascal Automobile vous en donne plus. Pendant les jours plus pour votre échange, échangez votre véhicule et obtenez jusqu'à 1 500 $ de plus sur un véhicule neuf admissible. Avec, en plus, des taux jusqu'à 0% et des rabais pouvant atteindre 5 000 $. C'est en plein le temps de passer avec un GM neuf. Et en plus, à l'achat d'un véhicule, vous obtenez automatiquement un voyage pour 2 personnes dans un parc thématique à Orlando, avion et hôtel inclus. Tout ça chez Pascal Automobile, au 109 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Passez-nous voir. Avez-vous réservé vos vacances Sunwing? Avec 12 000 vacances jusqu'à 50 % de rabais, c'est le moment de profiter des aubaines incroyables sur les meilleurs hôtels tout compris pour des vacances de luxe en famille ou adulte. L'espace est limité, alors réservez d'ici le 10 février et envolez-vous avec le numéro 1 au Canada dans le Sud. Contactez votre agent de voyage ou Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. La Côte-Nord a un nouveau commissaire à l'exportation, c'est Monsieur Jean-François Ouellon, qui prend les destinées de commerce international Côte-Nord en main. C'est un gars de la rive sud de Montréal, du Mont-Saint-Hilaire, qui s'en vient s'installer chez nous pour relever de nouveaux défis. Monsieur Ouellon, bonjour. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Merci de me convoquer en entrevue, c'est très gentil. Alors, bienvenue sur la Côte-Nord. C'est un beau défi pour vous, là, de venir soutenir les exportations dans une région comme la Côte-Nord. Tout à fait. En fait, c'est un beau défi aussi de m'installer dans la région, de découvrir la région également. Donc, ça va être vraiment très intéressant. Jusqu'à maintenant, en tout cas, j'ai un très bon feeling. Je me sens vraiment bienvenu. Puis, le travail me stimule au plus haut point aussi. Donc, ça augure bien. Rappelez-nous la mission là de la corporation. En fait, on appelait ça la Corpex dans le temps. Je pense que ça a changé de nom. C'est Commerce International Côte-Nord. C'est pas super connu là, peut-être dans le milieu de l'industrie, des PME, mais pour le commun des mortels, alors, qu'est-ce qu'on mange en hiver, même les journées de tempête comme ça là? Ben en fait, oui, c'est rendu Commerce International Côte-Nord. C'est sûr que nous, l'organisme s'adresse beaucoup aux entreprises qui sont prêtes à exporter ou du moins de les accompagner. Dans ces démarches-là, on appartient à un regroupement également qui s'appelle Commerce International Québec, qui a été créé en fait parce que c'est des ORPEX qu'on appelle, c'est des organismes régionaux de promotion des exportations. Donc Commerce International Côte-Nord en fait partie. Et il y en a pas mal partout au Québec. Puis ce qui est le fun, c'est quand nous on peut s'entraider là. Donc on est capable de s'échanger des pratiques, des idées.
puis en fait aussi d'optimiser nos forces ensemble. Ce qu'on offre comme service, c'est, à l'époque, il était très impliqué, M. Berthelot, en fait, il était très impliqué aussi dans les missions, les foires à l'international, etc., mais de plus en plus, ça évolue parce qu'il y a d'autres organismes maintenant qui offrent ça au niveau du gouvernement. Donc là, on est beaucoup dans la formation, la sensibilisation, de l'accompagnement, du coaching. On va faire des études, comme par exemple un client qui a un projet dans la région. On va faire une étude de faisabilité des fois à l'international, un plan d'affaires à l'international. On peut les aider à évaluer un potentiel de marché. Récemment, j'ai accompagné une entrepreneur de la région rencontrer un délégué commercial du Japon à Montréal pour évaluer le potentiel du Japon comme marché. Donc, ça peut être très large, en fait, notre rôle, mais c'est beaucoup lié. On est comme des consultants, en fait, pour accompagner les entreprises dans le développement. Et le but, c'est de travailler avec d'autres organismes. Comme exemple, Développement économique Sept-Îles, à Bécomo, c'est ID Manic, travailler avec les SADC, travailler avec le MESI, avec le DEC, qui sont nos bailleurs de fonds également. Donc, pour essayer justement d'optimiser nos efforts, travailler avec plein d'autres organismes aussi, que ce soit en agroalimentaire, dans d'autres domaines. Nous, on amène le volet expertise internationale. Et quand même, il y a beaucoup d'exportations qui se font à partir de la Côte-Nord. Là. À Sept-Îles, entre autres, on a l'avantage d'avoir un port de mer accessible 12 mois par année, puis que de pouvoir aller rapidement aux États-Unis, même en Chine au besoin. Il y a bien sûr des grandes compagnies comme Alouette, l'aluminerie à Bécomo, toute l'industrie du fer, même l'industrie du crabe, du poisson, ça s'en va direct à Boston. Il y a des entreprises qui ont moins besoin d'autres, qui ont leurs habitudes, qui ont leur propre équipe pour s'occuper de leurs exportations, mais il y a aussi des PME qui visent de plus en plus à exporter des produits. Mais vous venez de le dire, en fait, c'est très intéressant que vous l'ayez mentionné. Il y a déjà des belles entreprises, je pense, je vais vous donner un exemple, Metalset, qui est basé justement à Sept-Îles. Ben, c'est certain que eux aujourd'hui ne collaborent plus nécessairement beaucoup avec nous, quoique Mirka Boudreau, qui est responsable des ventes là, en Amérique latine. Votre ancienne présidente à la Corpex. En fait, elle est vice-présidente encore aujourd'hui, donc moi je trouve ça très motivant parce que je peux bénéficier de son expérience. Puis c'est sûr que eux sont rendus pas mal autonomes, ils ont leur marché déjà, les grosses entreprises ont déjà une équipe, donc c'est plus les PME en effet. Par contre, Metalset, je sais qu'à l'époque, Éric Berthelot avait été impliqué, donc dans les débuts, et donc tu sais, les pêcheries ne travaillent pas beaucoup non plus avec nous encore. Par contre, on regarde des idées. Là. Avec la Gaspésie, là, il y a une Orpex là-bas qui s'appelle Jim Export. Ils sont très dynamiques. Puis on a envie de collaborer de plus en plus avec eux pour justement développer donner un support aux pêcheries de la région pour vraiment... tu sais, les pêcheries, c'est beaucoup dans le coin. Hein, c'est beaucoup Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et la Côte-Nord. Pour le Québec, je parle. Donc, c'est sûr que de travailler ensemble, ça peut devenir intéressant. Fait que même si ces compagnies-là sont pas mal autonomes, on est quand même capable de les aider. Donc, moi, c'est sûr que étant nouveau dans la région, tu sais, je vais prendre le temps de rencontrer les gens, mais c'est sûr que j'ai envie qu'ils sachent que j'existe et de pouvoir travailler avec eux, ça serait un grand plaisir. Tu sais. De faire affaire avec quelqu'un de nouveau pour l'organisme, ça peut avoir certains avantages. On arrive avec une nouvelle vision, peut-être des propositions ou des façons de faire qui seront différentes. Sans brasser le milieu des affaires sur la Côte-Nord, on va lui apporter de nouvelles expertises, peut-être de nouvelles idées. Ben écoutez, j'espère. Moi, je suis quelqu'un quand même qui se considère assez créatif, puis j'ai une approche vraiment... tu sais, je suis quand même un entrepreneur moi-même dans l'âme, donc à la base, je comprends beaucoup la réalité des entrepreneurs, puis j'ai travaillé plusieurs années, même si je viens du coin de Montréal, j'ai vécu près de 5 ans temps plein à la baie James dans une communauté CRI. Mais j'ai couvert le territoire depuis à peu près 9 ans là, comme consultant en développement économique. Je travaillais de près avec les communautés des entrepreneurs de là-bas. Donc, j'ai fait beaucoup de projets en développement économique. Puis l'international, moi, je parle aussi espagnol, anglais, français, donc ça peut être intéressant là, pour certains projets. Donc, c'est sûr que c'est une nouvelle région ici, mais tu sais, je me sens confortable dans mes souliers quand même. Mais en même temps, j'ai mes devoirs à faire de faire le tour de la région. Là, je suis basé à Bécomo, mais je vais être à Sept-Îles régulièrement, puis mon but, c'est de couvrir, je couvre tout le territoire, dans le fond, là, de Tadoussac à Blanc-Sablon, pas mal. Donc, le but, c'est aussi de se rapprocher en même temps des communautés autochtones de la région. J'aimerais ça qu'ils connaissent Commerce international Côte-Nord, ceux qui le connaissent pas. Puis, avec mon expertise, avec les communautés CRI, peut-être que ça va être intéressant pour eux, tu sais, de faire appel à nous aussi. Tu sais, donc, j'espère, en tout cas, être capable de les rencontrer à court terme. Oui, les Inuits sont très présents dans l'industrie de la pêche, donc exportent beaucoup de nos produits marins
vin de la Côte-Nord également, surtout vers les États-Unis, mais aussi il y a déjà eu beaucoup d'exportations vers le Japon également. Votre prédécesseur, M. Berthelot, il reste un peu là pour vous coacher comme conseiller spécial. Il y a une transition qui se fait, hein? Exactement. Ben là, pour les premières semaines, moi, j'ai commencé ici le 4 janvier. Donc, M. Berthelot, qui a une expertise incroyable dans le domaine, là, dans la région, a fondé l'organisme à la base. Il est revenu il y a quelques années dans l'organisme quand l'organisme avait des besoins là, de restructuration. Et définitivement, je veux compter sur lui. Là, il a fini à temps plein avec moi pour l'instant, mais il tombe comme conseiller senior sur une base contractuelle. J'ai déjà des petits projets là, qu'on va commencer à travailler ensemble. Donc, en fait, moi, je suis très content d'avoir accès à son expérience. D'une part, pour la connaissance de la région, vu qu'il vient du coin, mais également, il a voyagé dans plusieurs pays là, pour Commerce international Côte-Nord. Il a fait plusieurs projets au cours des années. Il a fondé avec les autres membres Commerce international Québec. Donc, il est là depuis les débuts. Là. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir accès à son expertise. C'est certain, ça me facilite grandement la tâche. Donc, c'est très agréable de compter sur lui. Monsieur Wallon, en terminant, là, vous arrivez comme commissaire à l'international pour la Côte-Nord. Qu'est-ce qui vous semble le plus gros défi, là, à part constater qu'on a des tempêtes régulièrement sur la Côte-Nord? Vous avez à peine eu le temps de faire le tour puis de regarder qu'est-ce qu'on est sur le plan économique, là. Exactement. En fait, le plus grand défi, je pense, c'est quand on arrive dans une région, je pense qu'il faut vraiment prendre le pouls de la région et prendre le temps de connaître les gens. C'est certain que je vais avoir quelques mois d'adaptation dans le sens où un emploi comme ça, il faut vraiment maîtriser la job. Hein. Tu sais, je suis très à l'aise dans ce que j'ai à faire au niveau travail. Par contre, évidemment, il faut que j'apprenne à connaître les entreprises de la région, que je les rencontre, que je couvre le territoire. Le territoire est grand. C'est dispendieux, puis ça peut être très time-consuming à voyager aussi, si on prend l'avion régulièrement, tout ça. Mais là, il faut que je sois souvent à cette île et Bécomo au départ, puis couvrir le plus que je peux les autres villes environnantes et villages. Mais c'est ça, je dirais que le plus gros défi, ça va être ça à court terme. Ça va vraiment être de me faire connaître nos services, puis surtout de faire le tour, de rencontrer les entreprises pour qu'ils constatent le plus-value là, de faire affaire avec nous. Il y en a qui nous connaissaient, il y en a qui nous connaissaient pas. Il y en a qui, à l'époque, n'avaient pas besoin de nous, peut-être qu'ils avaient oublié qu'on était là et qu'aujourd'hui auraient besoin. Donc, c'est un petit peu ça, là, le défi, là, je pense, c'est de faire le tour de ce grand terrain de jeu-là qui est la Côte-Nord. Ben, tant mieux si on y contribue par cette entrevue à la radio. Monsieur Jean-François Wallon, je rappelle que vous êtes directeur général de l'organisme qui soutient les exportations sur la Côte-Nord et commissaire à l'international. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous à la radio. Ben, je vous remercie, M. Saint-Pierre, de l'opportunité, puis au plaisir de vous rencontrer en personne prochainement, ma prochaine visite peut-être à cette île. Et s'il y a des entreprises qui veulent me rencontrer ou me contacter, ben le site Internet là est facilement accessible sur Google, mais c'est cicotenord.ca, tout en un mot, le www.cicotenord, pas de trait d'union, rien, tout en un mot.ca. Oui, il est bien fait le site, je suis allé le voir ce matin d'ailleurs. On a toute l'information récente et les coordonnées pour vous rejoindre. Un gros merci, M. Wallon. Bon mandat chez nous. Ben, merci beaucoup. Au plaisir. Côte-Nord. Attitude. Mercredi le 8 février à 20h, la salle Jean-Marc Dion, en collaboration avec la Danse sur les routes du Québec, vous présente la troupe Rubber Band Dance et leur spectacle VIX Mix. Fruit d'une mutation unique entre le ballet classique et le hip-hop de la côte ouest des années 90, le groupe Rubber Band Dance défie les frontières du contemporain avec son langage singulier et urbain. VIX Mix plonge dans la tempête créative du chorégraphe Victor Kouidjada pour en extraire les éclats de ses expérimentations. Théâtralité et éclectisme guideront le spectateur à travers ce tourbillon tantôt drôle, tantôt grave. Des billets sont encore disponibles. Appelez au 88 962 0100 ou achetez-les en ligne en tout temps jusqu'à la veille du spectacle au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Moi, Guy Jodoin, c'est zéro compromis quand je fais mon épicerie. C'est pour ça que je vais chez Super C. Jusqu'au 8 février, l'épaule pique-nique de Port-Fumé le petit charcutier est à 99 cents la livre et le papier cachemire 15 rouleaux double est à 4,99. Wow, des économies de 50%! Hey, un spécial de la circulaire est en stock. J'ai un coupon différé, plus 10% de rabais garanti. Et si jamais je suis pas satisfait de la fraîcheur d'un produit, je suis remboursé à 100%, plus 10% garanti. Super C, c'est toujours frais, toujours en stock, toujours à bas prix, garanti. Les conditions s'appliquent, voir superc.ca. Il y a du nouveau à la boutique Art Déco de Place de Ville. Nous sommes maintenant dépositaires des produits de la savonnerie Histoire de Bulle. Venez découvrir ou redécouvrir cette gamme de produits de qualité pour hommes, femmes et enfants. Un cadeau parfait pour la Saint-Valentin. Nous avons aussi
Voici en exclusivité les produits Création Elle Bricole. De magnifiques antiquités revampées et pièces de bois vintage. Surveillez l'arrivée de notre boutique en ligne dès le 1er mars. Boutique Art Déco à Place de Ville, 960-2127. La chronique économique vous est présentée par Développement économique Sept-Îles. Pour notre chronique économique aujourd'hui, on parle de l'industrie 4.0 qui s'implante graduellement, notamment dans les mines de la Côte-Nord. Les emplois de l'avenir vont changer dans notre région. C'est Russell Tremblay qui est porte-parole de Développement économique Sept-Îles. Bonjour Russell. Allô Jean. Russell, c'est Monsieur Robert Marquis qui était l'invité de la Chambre de commerce hier à Sept-Îles. Un discours très intéressant, mais qui a probablement fait allumer bien des gens dans le milieu des affaires. Les emplois de l'avenir, la façon de fonctionner, l'automatisation, ça s'en vient dans nos usines. Oui, c'est ça. C'était vraiment intéressant comme conférence. Donc, le but de la chronique, c'est justement de faire un petit pouce parce que c'était sûr que c'était pour, disons, les gens de la Chambre de commerce, là, le dîner d'hier. Donc, M. Marquis est venu nous présenter vraiment, ça va être quoi les mines du futur. Puis les mines du futur, pas un futur si lointain que ça, donc très rapproché. Il faut dire aussi que M. Marquis, lui, il travaille pour l'Institut des mines. Donc, on va mettre tout ça au clair, c'est pas un lobby pour l'industrie minière. Eux, tout ce qu'ils font, c'est regarder c'est quoi les grandes tendances mondiales, puis comment que le Québec peut se positionner avec les changements qui s'opèrent actuellement, comment qu'on peut former nos gens pour qu'ils puissent s'intégrer dans la future industrie. Donc, eux, c'est vraiment pour protéger les emplois dans l'industrie minière, donc et non pas vendre l'industrie minière. Donc, il nous a parlé vraiment de l'automatisation. Donc, l'industrie 4.0, fondamentalement, c'est quoi? C'est de s'assurer que dans les nouvelles industries, on utilise les nouvelles technologies. Donc, dans ce cas-ci, là, on parle d'une 4e révolution, qui soit vraiment toute la question de l'automatisation en utilisant l'intelligence artificielle dans la production. Donc, ça se traduit à tous les niveaux. Il nous a donné beaucoup d'exemples au niveau du Brésil. Actuellement, ils ont ouvert une mine où ils sortent 90 millions de tonnes de fer et il n'y a aucun camion minier. Donc, tout ça fait par convoyeur. Ça fait avec des usines qui font de la concentration, qui se déplacent sur le site. Donc, c'est pas des usines qui sont statiques, c'est des usines qui se déplacent. Et ils amènent ça par convoyeur aux infrastructures maritimes à 60 km au loin de ça, donc à l'intérieur des terres. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce qu'ils font. Au niveau de l'Australie, les mines sont situées à 1000 km où les travailleurs sont. Donc, les travailleurs travaillent à 1000 km pour conduire leur camion. Le centre de gestion là est à 1000 km de la mine, en fait. Ouais, c'est spécial, ça. Les employés sont plus sur le site, sont vraiment à 1000 km. Donc, c'est des camions qui s'opèrent tout ça. Il nous a montré une vidéo où c'est des camions qui sont totalement automatisés. Donc, il n'y a pas de pilote dedans. Imaginez un petit peu les gains de productivité. Juste pour un camion qui n'a pas de pilote, t'as pas besoin de te tourner de bord. Donc, tu vas à l'avant quand c'est le temps d'y aller dans cette direction-là. Tu reviens en arrière sans te tourner. Parce que là, c'est carrément la machine avec ses senseurs qui regarde, OK, le chemin est par là, j'y vais. Donc, dans la vidéo, on voyait des camions qui avaient une multitude de senseurs qui faisaient en sorte aussi que tu pouvais voir, OK, bon, aujourd'hui, quand le camion a un problème, on le répare. Tandis que là, avec ce genre de camion-là, on peut regarder, OK, pourquoi que là, il y a une pression un peu plus élevée. Donc, est-ce que la route est bien construite? Donc, au lieu d'attendre que les camions se brisent de façon systématique, si on se rend compte que dans cette portion de route-là, c'est toujours là que les camions, ça brasse un peu plus sur les chocs. Bon, on va aller réparer cette bout de route-là. Donc, on va avoir beaucoup moins de maintenance à faire sur nos camions. Oui. Donc, on voit vraiment que l'industrie 4.0, c'est vraiment une prise de données en continu, puis une analyse de ceux-ci pour s'assurer qu'on soit le plus productif possible. Et c'est des compagnies qu'on connaît là qui ont commencé l'automatisation dans ce sens-là. C'est Rio Tinto qui le fait en Australie. Chez ArcelorMittal, ça commence tranquillement à robotiser sur la Côte-Nord aussi. Ouais, l'avenir est là, hein? Puis aussi, là, du côté du Brésil, c'est surtout Vale qui est présent. Donc, c'est les grands joueurs mondiaux là, qui sont là-dedans. Puis même en Australie, tu viens de nommer Rio Tinto, mais il y a également aussi BHP Billiton qui est là, qui est un autre des très grands joueurs au niveau de l'industrie du fer. Donc, c'est toutes des entreprises qui doivent trouver des nouvelles façons de faire. Et si on regarde juste à l'échelle locale, on sait qu'ici, ArcelorMittal a déjà commencé à rentrer là-dedans. Parce qu'il faut comprendre, parce que moi, j'ai posé une question à M. Marquis, est-ce que c'est la fin des villes minières? Tu sais, une question qui a le mérite de se poser, qu'on dit que les gens viennent de l'extérieur. Sa réponse a été non, pas du tout.
En fait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les villes minières devront s'adapter, devront changer. Il nous a dit, vous avez la chance d'avoir un cégep qui est un pionnier dans le 4.0. La première personne qui a parlé de 4.0 là, au niveau de l'industrie des mines, c'est M. Bérard. Qui a demandé de comment qu'on pouvait développer ça. Et c'est ce que le cégep a fait. Donc là, actuellement, on a les premiers balbutiements de le 4.0 qui s'est fait avec l'Institut de maintenance industrielle, avec la chaire ferroviaire, donc qui travaille avec les gens d'Arcelor pour amener une automatisation puis une prise de données en continu sur tout l'aspect ferroviaire là d'ArcelorMittal. Donc on voit que ça commence à s'impliquer et que la nature des emplois vont changer. C'est encourageant, là. Ça veut dire que notre cégep forme déjà des étudiants, des travailleurs pour les mines de l'avenir. C'est ça. Donc, il faut aider le cégep à aller plus loin à travers ça, parce que bon, le cégep, même s'il a des très bonnes idées, puis qu'il essaie de changer, puis que ça commence à se faire. D'ailleurs, M. Marquis le disait très, très clairement. Entre un moment où quelqu'un dit qu'il faut changer quelque chose, ça prend minimalement 3 ans pour changer ça au ministère de l'Éducation. Quand ça va bien. Donc, est-ce qu'il y aurait lieu, est-ce que le milieu se positionne tout de suite à travers ça pour aider le cégep à transformer son offre de formation? Ou changer carrément certains partis, là, d'ailleurs, ils ont une technologie maintenant en industrie minière. Est-ce qu'on pourrait changer quelques cours pour déjà s'inscrire dans cette nouvelle mouvance-là? C'est le genre de choses qu'il faut être à l'affût, et quand, en tant que communauté, quand le cégep a besoin d'aide, qu'on lui donne son appui pour être capable d'aller plus vite, là, pour être à l'avant-scène là, de ce changement là, de paradigme au sein de l'industrie minière. Oui, il y aura peut-être une période de transition, par contre, pendant laquelle il faudra avoir des travailleurs de l'ancien système et déjà se préparer pour l'automatisation, j'imagine. Hein? Ça va se faire graduellement, ça demande des grands investissements de l'entreprise. C'est graduellement. Puis dans certains cas, les humains vont être quand même nécessaires. Donc c'est pas du jour au lendemain que ça va s'arriver. Et dans certains cas, l'automatisation, ça peut être très intéressant, mais dans d'autres cas, c'est un petit peu moins. Donc c'est vraiment du cas par cas. Mais c'est le genre de choses qui va arriver. Puis c'est pour nous, si on veut garder notre position prédominante là, en termes de l'industrie minière, cette île, il faut être capable de se tourner de bord, être capable de former nos jeunes dans les nouveaux métiers. Et un petit fait intéressant, il nous le disait que c'est pas parce que on s'automatise que nécessairement les prérequis ou les connaissances données aux employés vont être nécessairement plus élevés. Donc, bien souvent, il y a des emplois qui sont de haut niveau, que vu que c'est le cerveau humain qui pense au lieu de la machine, mais avec l'automatisation, c'est la machine qui va penser. Donc, au lieu d'avoir quelqu'un qui va être ultra fermé pour tel type de travaux, ça va peut-être plus juste un opérateur de machinerie opérée à distance ou de robot, comme on disait tout à l'heure, qui va le faire. Donc, des connaissances moins élevées. Donc, il faut juste s'assurer de voir comment que notre industrie minière ici va se tourner et comment adapter notre offre de formation pour que les emplois finalement soient ici. Démontrer notre avantage là, qui soit lié à ça. Et même M. Marquis disait, une fois que vous avez formé des jeunes, que vous formez un savoir spécialisé, c'est peut-être vous qui allez opérer les mines à l'extérieur de votre région. À partir de cette île, il faut pas voir ça comme c'est pas toujours le même, c'est même des opportunités. Pour les PME de services, là, il y a quand même beaucoup d'entreprises à cette île Port-Cartier qui donnent des services à la grande industrie, aux compagnies minières de la région. Et il faut être attentif à tout ça, hein, et il faut garder un œil sur ces changements-là. Toute l'importance là de travailler avec les PME pour s'assurer que la sous-traitance va toujours être là pour essayer d'améliorer les choses au sein des grandes entreprises, mais peut-être qu'au lieu que ça soit du mécanique, ça va être plus de l'électronique, ça va être plus de l'informatique. Donc, maintenant, c'est ce niveau-là. Et d'avoir finalement les services qui soient adaptés à ça. Ben, c'est à suivre. L'industrie 4.0, c'est plein de changements qui s'en viennent. On parle de l'industrie minière, mais sans doute que ça va toucher les alumineries et d'autres types d'emplois dans notre région. Hein? Ça touche toutes les industries, en fait. Là. On a une révolution qu'on se rend pas nécessairement compte, mais tout ce qui est arrivé avec juste la question là, des téléphones portables et les iPads, ça a changé carrément la dynamique de faire des affaires et finalement d'être carrément des humains. Et là, ça s'est en train de s'adapter là, dans tous les types d'industries. Donc, c'est une tendance lourde qui va aller de l'avant. Il faut prendre le train et embarquer là-dedans et se positionner avantageusement pour tirer notre épingle du jeu. Donc, on n'a pas le choix. Il faut vivre
avec son temps. C'est bien de voir que Développement économique, cette-île, essaye de prévenir les coûts là, pour l'ensemble de ses membres et l'ensemble de l'économie de notre ville. Ben, c'est un petit peu notre mission d'être à l'avant-scène et donc on joue notre rôle comme on a toujours fait ici à cette île. Russell Tremblay, porte-parole de Développement économique cette île. Un gros merci pour cette chronique économique. Je t'en remercie, Jean. La chronique économique était une présentation de Développement économique cette île. Mais bon, on a débordé un petit peu, on s'excuse, auprès de Daniel Potvin qui anime l'après-midi jusqu'à 15h. Valérie, un gros merci pour la co-animation de Côte-Nord Attitude de ce midi. Merci à toi, Jean. C'est de la faute de la tempête oui, si on a débordé. Exactement. On va mettre ça sur le dos de la tempête. Elle a le dos large, de toute façon. Oui. Elle achève, encore quelques heures de tempête. Après ça, ça devrait se dégager tranquillement. Mais on garde les vents, malheureusement, pour ce soir et du soleil demain. Au revoir tout le monde. À demain.